Sense Makers, le podcast exhausteur de sens, créé et proposé par l'ESC Clermont Business School. Salut tout le monde, moi c'est Maxime, je suis heureux de vous accueillir sur le podcast de l'ESC Clermont Business School. Aujourd'hui, c'est le grand jour, on se lance et on vous propose d'écouter le premier épisode de Sense Makers. Sense Makers, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme qui a pour objectif de mettre en lumière celles et ceux qui aujourd'hui pensent le monde de demain. Pour cette première série d'épisodes, on tenait à s'associer avec un diplômé de notre école. Passionné par l'univers de l'événementiel et lui-même auteur d'un podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Baptiste Corvet-Biron. Bonjour à tous, bonjour Maxime. Bonjour Baptiste. Alors, est-ce que Baptiste, tu peux nous en dire un peu plus sur ce premier épisode ? Oui, avec plaisir. C'est vrai que on est en Auvergne. Si je te parle de jaune et de bleu, tu penses à quoi ? Je vais avoir du mal à ne pas citer l'ASM et le rugby, bien sûr. Donc du coup, moi pour ce premier enregistrement, j'ai enfilé mes crampons et je suis parti en direction du stade Marcel Michelin rencontrer Jean-Marc Lermet, qui est le directeur du développement à l'ASM Clermont-Auvergne. Et donc au cours de sa carrière, il a connu les débuts du professionnalisme et en véritable sense maker, ça a été le rôle de sa vie, puisque il a réussi à concilier à la fois sa passion pour le rugby, mais également son attachement au territoire et la formation des joueurs actuels dans leur après-carrière. Donc on est d'accord, Baptiste, c'est un podcast qui va très largement tourner autour du sport business. Oui, c'est pour ça que je vous invite à mettre vos crampons et à venir avec moi dans la mêlée. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Tout d'abord, merci de m'accorder quelques instants pour cet échange. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Jean-Marc, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Bon, Jean-Marc Lermet, j'ai 52 ans, je suis père de famille, j'ai 4 enfants qui maintenant sont assez grands. Donc moi je suis tombé dans le rugby très très jeune, ça a été une passion depuis le début, puisque mon père déjà jouait au rugby dans un petit village à Ghana entre Clermont et Vichy, et donc forcément je passais mes week-ends le long des Talenquaires à le regarder jouer, et puis voilà, tout de suite ça m'a plu de partager ces moments avec lui, et puis après ça m'a plu quand j'ai eu l'occasion de toucher le ballon, et donc j'ai commencé à Vichy. J'ai commencé à jouer à Vichy en 1980, et là ça a confirmé tout le bonheur et le plaisir que j'avais à jouer au rugby et à partager ces moments-là avec mes potes. Ça a été un coup de foudre, voilà, tout de suite. Le jeu m'a plu, ce qu'il y avait autour me plaisait, et donc je m'y suis lancé à fond. Et puis j'ai joué à Vichy pendant 7-8 ans, et puis après le grand club voisin, l'ASM, est venu me chercher, et donc j'ai commencé à jouer à l'ASM en 87, directement en équipe première. Je me souviens de mon premier match ici au stade Michelin au mois d'août contre Brive en du manoir. C'était un moment pour moi fabuleux. Donc mon parcours rugby a commencé comme ça, et c'est vrai que je commence par ça parce que c'est vraiment quelque chose qui a marqué ma vie, et je crois que je serais pas le même homme si j'avais pas eu la chance de pratiquer ce sport-là. Après, pour le reste, j'ai fait mes études à Ghana, puis à Vichy, et puis je suis parti faire des études d'ingénieur à Lyon, à l'INSA, qui est donc une école d'ingénieur en sciences appliquées, et je suis sorti 6 ans plus tard avec un diplôme d'ingénieur en génie mécanique construction. Alors l'avantage de cette école, et c'est pour ça que je l'avais choisie, c'est que c'est une école qui à l'époque était un peu précurseur, puisqu'elle proposait déjà des cursus aménagés pour les sportifs de haut niveau. Donc moi, ça m'a permis d'étaler mon parcours sur une année de plus, et donc d'avoir du temps aussi pour m'entraîner, puisqu'à l'époque, je jouais déjà à l'ASM. Et donc, je suis sorti en 91, et j'ai attaqué directement à travailler donc chez Michelin. J'ai travaillé au centre de recherche de l'Adoux, où j'étais en charge d'une équipe qui homologuait les pneumatiques. Donc, ils travaillaient beaucoup avec les constructeurs automobiles pour essayer de concevoir avec eux le meilleur pneu possible sur les prototypes qui allaient sortir sur les 2-3 années futures. Donc c'était une super expérience pour moi. Donc sur cette partie-là, j'étais à la fois joueur à l'ASM, c'est le temps où le rugby n'était pas pro. Alors on était sur une phase de transition parce que le rugby devient officiellement pro en 95-96, et à partir de là, c'est vrai que les clubs ont commencé à se structurer et à solliciter de plus en plus les joueurs. Donc moi, quand j'ai fini ma carrière en 99, j'étais à mi-temps dans mon activité Michelin et à mi-temps dans mon activité de rugby. Et j'ai arrêté en 99 parce que ça devenait de plus en plus incompatible et de faire les deux, et que le choix, forcément, j'avais 32 ans à l'époque, c'était le choix de la raison, à savoir le choix professionnel plutôt que de passer complètement rugbyman pro pour une année ou deux de pratique. Donc c'était pas raisonnable. J'ai arrêté de jouer en 99 après une
voilà, une super carrière, j'ai pris beaucoup de plaisir. On a fait 2 finales, malheureusement pas de titre. Je joue mon dernier match au Stade de France contre Toulouse sur une finale perdue. Et mais ça, voilà, quoi qu'il en soit, ça a été des moments d'une richesse incroyable que ce parcours à l'ASM en tant que joueur. Et puis j'ai eu aussi la chance sur cette période-là de porter le maillot de l'équipe de France. Ça aussi, ça a été quelque chose d'assez marquant dans mon esprit. J'ai eu ma première sélection en 90 à Murrayfield lors du tournoi des 5 nations. Alors j'en ai pas eu beaucoup parce que j'ai eu une blessure qui m'a tenu éloigné des terrains pendant une grosse année à cette période-là. Donc après, j'ai eu du mal à revenir au même niveau. Mais là aussi, ça a été une fabuleuse expérience, Barbarians aussi, puis équipe de France à 7. Donc ça a été tout ça m'a construit et m'a permis de passer des moments assez incroyables. Et puis à la fin de ma carrière, le club m'a proposé, puisque justement on était vraiment dans une phase de transition vers le professionnalisme, de participer à la structuration du club et notamment au niveau de la formation, et m'a demandé de mettre en œuvre et de créer le centre de formation. Donc c'est une mission alors qui était en plus de mon activité pro, que je faisais sur mon temps libre, on va dire, et qui m'a pris, qui m'a passionné. C'était un super projet. Et c'est à cette période-là aussi que j'ai créé le CFA des métiers du sport et de l'animation, parce que c'était un outil qui nous permettait d'offrir plus de perspectives à nos jeunes. Et donc j'en étais le président pendant 12 ans de ce CFA. Et en 2004, alors que l'ASM était dans une période un peu compliquée, l'ASM avait des grandes ambitions sur le début des années 2000, avec une volonté d'aller conquérir un titre et des moyens associés qui étaient importants. Il y avait eu des gros recrutements à la fois de joueurs et d'entraîneurs, et les résultats n'étaient pas du tout au niveau. Et donc il y a eu 2 années successives où on a enchaîné des mauvais résultats sportifs, des mauvais résultats financiers, une perte d'adhésion de notre environnement, du public, des partenaires, et beaucoup de doutes qui se mettaient en place. Et il y a un nouveau président qui est arrivé, qui était René Fontes en 2004, et ce nouveau président René Fontes avait cherché à me rencontrer, on avait discuté, on avait pas mal échangé, et puis le courant était très très bien passé. Au début de la saison 2004-2005, la saison 2004-2005 commence par 3 défaites. Et on se retrouve début septembre, dernier du championnat. Et là, le président Fontes, voyant qu'il y avait vraiment des problématiques internes dans le groupe, a décidé a pris des décisions fortes, notamment en écartant le manager sportif de l'époque et quelques autres membres du staff. Et il m'a demandé de reprendre la direction sportive. J'étais un peu écartelé entre forcément l'envie de le faire, parce que ce club, je l'ai dans la peau, je l'ai dans le sang, et sa situation me faisait mal aux tripes, et donc j'avais des choses à proposer pour permettre de sortir de cette situation. Et puis le fait que j'étais déjà engagé dans une activité pro qui me plaisait aussi. Donc j'ai un peu réfléchi, pas longtemps, mais un petit peu quand même. Et finalement, j'ai fait le choix de la passion à l'époque, qui était de replonger dans le grand bain du rugby. Et donc j'ai accepté sa proposition, et c'est une aventure qui a duré très très longtemps, jusqu'en 2016. Donc 12 saisons comme directeur sportif, vice-président et membre du conseil d'administration, avec des résultats globalement plutôt très positifs. Alors avec aussi des déceptions, parce que il y a eu des finales perdues, mais aussi des finales gagnées. Et moi je retiens ça, je retiens ces grands moments déjà de partage avec les joueurs, avec le staff, avec le public, avec les partenaires, tout ce qui s'est passé sur ces 12 saisons. Et puis ces grands moments dans les stades de phase finale, que ce soit Coupe d'Europe ou championnat. Donc ça a été la période jusqu'en 2016, et depuis 2016, je suis directeur du développement à l'ASM, c'est-à-dire que je suis moins en prise avec le quotidien du sportif. Mais par contre, on essaye l'idée c'est d'essayer de faire évoluer le club sur une palette d'activités plus large, avec une volonté de s'impliquer encore plus comme locomotive du territoire. Et donc là aussi, c'est plein de sujets super intéressants. On considère que l'ASM, c'est bien plus qu'un simple prestataire de spectacle sportif, et qu'on a une mission de responsabilité. Alors en interne, bien sûr, vis-à-vis de nos joueurs, de nos salariés de façon générale, mais aussi vis-à-vis de notre environnement. Et donc c'est mettre en place tout un tas d'actions qui permettent d'assumer ça.
Voilà, rapidement brossé. Qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, j'ai pendant ma carrière de joueur, là encore au moment où le rugby devenait pro, la Ligue nationale de rugby, donc qui était toute nouvelle et qui était en charge de gérer justement ce rugby pro, m'avait sollicité pour être représentant des joueurs au sein du conseil du comité directeur, pardon. Et donc à ce titre, j'ai fondé le syndicat des joueurs, puisque je considérais que moi personnellement, j'avais aucune légitimité pour représenter l'ensemble des joueurs. Alors j'avais des avis sur le rugby, mais que j'avais besoin d'une organisation qui me permette justement de faire remonter de façon plus coordonnée, structurée, les impressions des joueurs. Et c'est pour ça que j'avais monté ce syndicat en 98, dont j'étais le président jusqu'en 2002 ou 2003, j'ai plus en mémoire. Et du coup, toi qui as connu en tant que joueur, puis après en tant que côté administratif l'évolution du rugby, quel regard justement portes-tu sur les différents changements qui ont vécu ce sport, à la fois quand il est passé du côté amateur à semi-pro, puis de semi-pro à complètement professionnel? C'est un véritable bouleversement, c'est bien plus qu'une évolution ou un changement. On a vraiment changé d'asymptote quant à l'évolution de ce sport au moment où contraint et forcé, parce qu'il faut bien le dire, le rugby est resté très longtemps dans un conservatisme un peu bidon d'ailleurs, parce que bon, ça empêchait pas que de l'argent commençait à circuler et qu'il y avait un peu de business autour du rugby, mais il y avait cette volonté de garder ce côté amateur le plus longtemps possible. Et puis en 1995, il y a la Coupe du Monde. Et cette Coupe du Monde a un succès phénoménal, et au niveau médiatique, au niveau impact, retombées, et forcément il y a des hommes d'affaires qui se sont intéressés au rugby beaucoup plus et qui ont essayé d'optimiser le produit, entre guillemets, et de créer une compétition privée en dehors des fédés, et ça fait peur aux fédés, et donc du coup elles ont réagi en autorisant le professionnalisme. Donc ça a été, et c'est important de le dire, ça n'a pas été préparé, voilà, ça a été subi, contraint, et du coup la transition elle a été compliquée, parce que pas vraiment sur des rythmes différents en fonction des clubs. La Ligue, qui était l'organisme qui avait été créé par la Fédé pour gérer ce rugby professionnel, partait de rien, de zéro, et il fallait très rapidement créer l'environnement propice à l'évolution du championnat professionnel. Alors ça a été fait, bon an mal an, ça a pris du temps, mais c'est vrai qu'on a senti que le rugby flottait pendant quelques années au moment de cette transition, parce qu'il y a des clubs qui n'ont pas voulu franchir le cap et qui sont restés amateurs et qui aujourd'hui ont disparu pour la plupart des radars. Il y a ceux qui ont dit bon, on y va, mais on va voir, se sont engagés à moitié, voilà, sans prendre trop de risques. Et puis il y a ceux qui sont allés à fond et peut-être trop vite. Nous, au début, on a fait partie de ceux qui ont observé, on va dire, se sont engagés dans le mouvement, mais sans être parmi les plus moteurs. Et puis au bout d'un moment, on y allait, quoi. Au début des années 2000, ça a vraiment été le cap où on a décidé d'y aller. De toute façon, il n'y avait pas le choix. On pouvait pas rester le cul entre deux chaises. Soit on y allait, soit on n'y allait pas, mais il fallait faire un choix. Et le choix, ça a été de partir. Alors, ça a changé quoi pour le rugby? Énormément de choses. Déjà, sur le jeu en lui-même, avoir des joueurs qui consacrent tout leur temps à l'entraînement, forcément, le résultat, ça donne des athlètes, des joueurs qui aujourd'hui sont physiquement, techniquement affûtés et sont des vrais athlètes de très haut niveau. Et puis après, au niveau des systèmes de jeu, des organisations, dans la mesure où les choses sont bien mieux travaillées, dans la mesure où on dispose d'outils technologiques, d'analyse, de vidéos qui nous permettent vraiment d'être très précis. Le jeu est devenu très très structuré, avec des systèmes très précis. Et donc aujourd'hui, on a ce rugby qui est un rugby de collision, il faut le dire, parce que pour créer des espaces, il faut créer des rassemblements de joueurs sur des endroits précis du terrain, et que pour créer ces rassemblements de joueurs sur des endroits précis du terrain, il faut créer du contact. Donc oui, il y a de la collision, mais il y a aussi un jeu qui est beaucoup plus une fois que les collisions sont passées, avec beaucoup plus de mouvements qu'avant. On a des temps de jeu aujourd'hui qui sont de l'ordre de 40 minutes par match sur les grands matchs, alors qu'à l'époque c'était moitié moins, 20-25 minutes. Donc oui, ça joue plus longtemps, il y a moins de fautes. Le jeu est peut-être un peu moins un peu trop structuré, quoi, il fait place à un peu moins d'improvisation, mais bon, voilà, c'est
c'est le professionnalisme qui veut ça, et surtout, au-delà de l'aspect du jeu, ce qui a changé énormément, c'est que ce sport est devenu mondial, avec un marché très large, et donc on a des groupes aujourd'hui qui sont composés de joueurs qui sont des joueurs qui sont de passage pour la plupart, qui viennent de partout dans le monde. Je crois qu'à l'ASM cette année on va avoir 11 ou 12 nationalités, et que la dimension collective a été fortement impactée par ça, parce que moi quand je joue au rugby, je jouais avec des joueurs avec lesquels j'avais grandi, et puis qui, pour beaucoup, faisaient maximum 1 ou 2 clubs dans leur carrière. Donc il y avait une longévité dans le club qui était importante. Et tout ça, ça crée du lien. C'est-à-dire que on s'entraînait ensemble, on jouait ensemble, et puis on se voyait en dehors, on était copains, et ce lien était créé naturellement, et donc le collectif était naturel. Aujourd'hui, je dirais que le naturel, il est plutôt décohésif, parce qu'on a des gens qui sont d'éducation et de culture complètement différentes, avec des enjeux qui sont des enjeux financiers, de pouvoir et de carrière qui sont super importants, beaucoup d'intermédiaires qui viennent mettre leur grain de sel là où il faudrait pas, et que aujourd'hui, si on fait rien pour créer du collectif dans une équipe, naturellement le groupe il ne tient que sur la victoire. Et le jour où vous perdez 2-3 matchs, le groupe peut exploser. Donc c'est ce qui a changé beaucoup de choses dans l'approche du rugby et des clubs, c'est que oui, effectivement, il y a un travail sur le projet de jeu qui est super précis, super structuré, parce qu'on a le temps de se préparer, parce qu'on dispose d'outils technologiques de très haut niveau, de connaissances, de compétences de très haut niveau. On a cette possibilité d'aller chercher le joueur qu'on veut en fonction du profil qu'on cherche. On a maintenant des staffs d'une 20aine d'entraîneurs pour avoir une approche très précise de la défense, de la touche, de la mêlée. Donc on a un projet de jeu qui est super structuré, mais c'est insuffisant aujourd'hui dans le contexte pour gagner. Ça, c'est la base. Mais qu'aujourd'hui, pour gagner, il faut aussi avoir une approche de groupe super réfléchie sur comment on crée une dynamique de groupe, comment on maintient un collectif, à la fois au niveau social, mais aussi au niveau opératoire. Et puis la dimension mentale, parce que il y a une compétition de rugby, le jeu de rugby est très dur, la compétition de rugby est très longue, et que on sollicite énormément les joueurs avec beaucoup d'enjeux à chaque match, et que si vous n'avez pas une approche mentale appropriée sur la motivation, sur la confiance en soi, sur l'envie de se dépasser, là encore ça sera fluctuant sur l'année. Donc pour que ce soit le plus stable possible sur un niveau acceptable tout au long de l'année, ça demande des outils de prépa mentale qui n'existaient pas avant et qui sont liés à cet environnement professionnel. Donc c'est vraiment cette palette très large d'entraînement, on va dire, qui a changé les choses. Et quand je dis palette très large, on pourrait parler aussi de champs de performance qui sont complètement nouveaux et auxquels on ne pensait même pas à l'époque. On travaille aujourd'hui sur la vision, sur la nutrition, sur la récupération. Donc tout ça, là on a des analyses prédictives autour des big data. Tous nos entraînements sont filmés par des drones. Donc on est vraiment aujourd'hui dans un monde qui est un monde très particulier, de très haute technologie, qui est le monde du rugby pro. Donc quand on compare le rugby d'aujourd'hui et qu'on se projette 25 ans en arrière, oui, il y a un ballon ovale, oui, il y a 15 joueurs, après, il n'y a plus beaucoup de points communs. Et justement, on en parlait tout à l'heure, tu parlais aussi de la création du CFA des métiers du sport que t'as lancé en 2004. La volonté d'accompagner les joueurs sur un double projet sportif et académique, mais du coup, en quoi les deux étaient liés selon toi ? En fait, on a toujours eu à Clermont cette volonté de pas faire n'importe quoi dans la mise en œuvre éthique et responsable du rugby professionnel, parce que on le sait, on peut aller très très vite dans des dérives dans ce milieu-là. On a eu beaucoup d'exemples dans d'autres sports ou même en rugby dans d'autres clubs. Donc le cadre dans lequel on s'inscrit pour mettre en œuvre ce type de projet est fondamental. Voilà, quelles sont les limites qu'on se donne ? Oui, aller chercher la performance extrême, c'est bien, mais à quel prix ? Où est-ce qu'on s'arrête dans la volonté d'aller chercher la plus haute performance possible ? Et ça touche des dimensions autour des individus,
la santé, par exemple, le mental, mais aussi sur la façon dont on gère ces individus, sur leur épanouissement et la préparation de l'après, puisqu'on sait qu'une carrière de rugby, c'est quand même très court. Et donc, dès le départ, le club s'est inscrit dans cette volonté de faire quelque chose avec beaucoup d'ambition, mais avec aussi beaucoup d'éthique et de responsabilité. Et cette notion de double projet, même si j'aime pas trop ce mot et j'expliquerai tout à l'heure, mais cette notion de double projet était fondamentale dans notre approche. C'est de savoir déjà au centre de formation, puisque moi j'avais été à l'origine de la création du centre de formation. Qu'est-ce qu'on met en place pour un vrai projet académique en parallèle du projet sportif, de façon à ce que le joueur, en cas d'échec, déjà, il puisse rebondir ailleurs. Je parle d'échec dans son projet sportif, bien sûr, qu'il puisse rebondir ailleurs, ou même s'il arrive à être rugbyman pro, qu'il puisse après construire sa reconversion sur un socle de compétences suffisamment fort. Donc il y a cette volonté d'avoir un vrai double projet structuré au niveau du centre de formation, et puis d'accompagner le joueur dans sa carrière sportive, professionnelle, pour le développer personnellement et préparer progressivement au fil de sa carrière à l'après, autant au niveau psychologique qu'au niveau professionnel. Donc moi, ça a été dès le départ ma volonté, notamment en créant ce CFA, parce que on s'apercevait quand même que se préparer à être sportif professionnel, c'est énormément de temps à y consacrer, c'est beaucoup d'engagement, et que si en parallèle on crée pas des organisations en phase avec ce temps important demandé, ça marche pas. Et le CFA, qui n'existait pas à l'époque en Auvergne, était donc avec son principe d'alternance et de projets très concrets derrière, était pour moi une solution qui collait très très bien à ce profil particulier des jeunes sportifs, et c'est pour ça que j'avais décidé d'en créer un en Auvergne pour pouvoir on va dire élargir la palette d'offres à proposer à ces jeunes en termes de formation. Et c'est également là où justement cette volonté s'est maintenue au fil des années et s'est même densifiée, puisque il y a quelques années il y a un partenariat qui a été créé avec l'école supérieure de commerce de Clermont pour accompagner également sur d'autres volets les joueurs, à la fois ceux qui sont en début de carrière ou même ceux qui sont plutôt proches de la fin et qui travaillent un peu plus en détail leur reconversion. Selon toi, quel est le regard justement que tu portes sur ce partenariat-là, parce que tu parlais de l'importance aussi au niveau local de ce qui se faisait. Voilà, quel est ton point de vue justement sur ce partenariat-là? Alors déjà, ce qui est très intéressant dans ce partenariat, c'est que aujourd'hui on cherche à fédérer un environnement autour de nous. On veut que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a la grande région Auvergne, Rhône-Alpes qui s'est créée, avec, il faut le reconnaître, un pôle est de la région autour de Lyon qui est un pôle très très fort, et que nous, sur Clermont, si on veut continuer à exister dans cet écosystème-là, on doit travailler collectif. Voilà, on n'arrivera pas tout seul dans son coin à rivaliser. Donc on a intérêt à fédérer des énergies, qu'elles soient sportives, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient des entreprises, qu'elles soient des écoles, pour arriver à concevoir des projets forts parce qu'ils sont collectifs. Et donc nous, ASM, on est quand même un vecteur de lien, et on est très fédérateur sur le secteur auvergnat, et donc on s'est dit qu'on pouvait être une sorte de catalyseur de cette énergie. Et donc c'est pour ça qu'on s'est beaucoup rapproché donc des acteurs de notre environnement, et notamment de ces acteurs au niveau scolaire, au niveau universitaire, au niveau de la formation, parce qu'on pense que on peut créer ensemble des écosystèmes innovants qui vont nous permettre d'être forts, et voire même d'attirer du monde dans un contexte beaucoup plus compliqué qu'avant. Et donc à la base, c'est vrai qu'on a eu un contact privilégié avec l'ESC, puisqu'on avait des joueurs au centre de formation qui étaient intéressés par ce type de formation, et on savait très bien que les plonger dans le bain d'une formation normale et classique ESC, compte tenu des contraintes sportives qu'ils ont par ailleurs, c'était pratiquement impossible. Donc l'idée, ça a été de se rapprocher de l'ESC pour savoir si on pouvait essayer de travailler sur des cursus adaptés, répondant au mieux au profil particulier de ces jeunes-là. Et on a trouvé à l'ESC une écoute super, avec des gens qui comprenaient très très bien nos problématiques, qui avaient cette volonté
d'ouvrir leur école à des profils de personnes beaucoup plus larges et à juste titre, ils trouvaient que le profil du sportif, à condition qu'il soit bien étoffé en termes de compétences, pouvait être des opportunités incroyables pour des entreprises à moyen terme. Et donc voilà, on a eu cette écoute et donc on a commencé à travailler avec eux et des joueurs voilà se sont lancés et c'est vrai qu'on a ce gros avantage de pouvoir mettre ces jeunes-là dans le cursus et d'avoir un suivi derrière, un accompagnement qui leur permet de réussir. Parce que au bout de pas mal d'années, on peut dire que ça a été un succès. Et ça nous a même ça nous a permis de réfléchir à un système beaucoup plus large, puisque depuis le dispositif, on va dire, a énormément évolué, puisqu'aujourd'hui, on a monté un dispositif qui s'appelle la Cité de tous les talents. Et donc ce dispositif Cité de tous les talents, c'est un dispositif qui est ouvert aux jeunes de la 6e jusqu'à l'université maintenant, qui sont sur des projets qu'on qualifie d'exception, à savoir, voilà, ils ambitionnent le plus haut niveau, quelle que soit la discipline sportive, mais aussi sur des champs différents. On a des jeunes aujourd'hui dans le dispositif qui sont des jeunes du conservatoire. Voilà, on a des danseurs ou des musiciens aujourd'hui qui sont qui s'entraînent autant que des rugbymen qui veulent être professionnels. On a aussi des jeunes qui sont dans des filières cinéma, et on a maintenant dans ce dispositif des golfeurs, des footballeurs, des handballeuses, des basketteurs, des basketteuses, des hockeyeurs, tout un tas de disciplines avec des gamins et des jeunes qui sont dans cette volonté d'organisation. Et donc on a monté tous ensemble, parce que là moi je crois beaucoup à cette notion collective et je pense que notre salut passe par le collectif. On a réussi tous ensemble à se mettre d'accord sur un projet qu'on a défendu auprès du rectorat. On a eu là encore une écoute très attentive du rectorat. Et on a pu monter donc ce projet qui aujourd'hui n'est pas simplement un double projet mais un triple projet, puisqu'il y a la dimension éducative, la dimension parcours d'exception et aussi la dimension citoyenne qui est vraiment, vraiment importante, avec des partenaires qui nous aident beaucoup à monter des projets pour développer le côté citoyen des jeunes. Alors, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, sur cette notion de double, de triple projet. Je disais que c'était des mots qui me gênaient un petit peu, parce que je trouve que quand on utilise ce type d'appellation, on considère que ce sont des projets qui sont sur des voies parallèles. Il y a le projet éducatif, il y a le projet sportif et éventuellement le projet citoyen. Mais si on aborde la problématique par ce prisme-là, je pense qu'on est en échec, parce que il faut considérer la personne sur son projet global. Voilà. Et qu'en fait, tout est tellement lié qu'on peut pas considérer ces projets-là de façon parallèle et séparée. C'est le projet d'épanouissement du joueur, de 5 à 50 ans. Voilà. C'est comment est-ce qu'un joueur, une joueuse, un sportif, un musicien qui veut s'épanouir au plus haut niveau dans sa discipline, tout en ayant une activité parallèle ambitieuse, comment est-ce qu'on peut l'aider à ce projet-là? Et ça demande beaucoup d'organisation, ça demande un relationnel un dispositif très collectif, mais ça marche. On a aujourd'hui 300 gamins dans le dispositif et ça marche plutôt bien. Alors c'est assez jeune, ça fait 3 ans que c'est en place. Voilà, mais en tout cas ça laisse augurer beaucoup de perspectives intéressantes. Et donc il y a également d'autres termes qui sont associés en dehors du double ou du triple projet. Il y a également le sport et le business. Alors c'est vrai que le professionnalisme y est en partie pour quelque chose, comme tu le disais tout à l'heure. Mais selon toi, quel est le lien entre ces deux termes et comment est-ce qu'ils se matérialisent dans les faits ? Alors, quand on a parlé très tôt, de toute façon, quand on parle de sport professionnel, on parle de business. Les deux termes sont très associés, parce que qui dit sport professionnel dit moyens financiers associés, et pour générer des ressources pour satisfaire les besoins d'un sport professionnel à la hauteur des ambitions qu'on avait, il faut créer de la richesse. Voilà, parce que un club professionnel ça coûte cher. Aujourd'hui, on a plus de 30 millions d'euros de budget, et que ces ressources-là, il faut aller les chercher. Donc forcément, la dimension business, elle est très importante. Alors au début, on est parti sur, on va dire, une organisation classique, qui est de se dire, on a un projet qui coûte tant, et on va aller solliciter des partenaires, donc des entreprises locales, qui veulent nous aider à mener ce projet. Et forcément, il faut qu'il y ait un retour sur investissement, entre guillemets,
pour ces entreprises. Et donc ce retour sur investissement, il est d'ordre complètement différent en fonction de la mise qu'on y met. Ça peut être de la visibilité sur le maillot, ça peut être faire des relations publiques au stade au travers de places, au travers de loges, au travers de prestations d'avant-match, d'après-match. Donc tout ça est parti sur cette base que je qualifierais d'assez classique finalement, parce que c'est quelque chose qui est commun à beaucoup de sports professionnels et qui a plutôt bien marché. Mais ça a bien marché à Clermont parce qu'en fait il y a là encore dans la notion d'éthique et de responsabilité dont je parlais tout à l'heure, l'idée c'était surtout pas de se dire on va chercher de l'argent et puis en face on met pas grand chose, quoi, on met le minimum. Voilà. Il y a eu cette volonté d'offrir aux gens qui s'impliquent dans ce sport, que ce soit des partenaires ou même les publics qui viennent voir le match, des prestations de qualité, de façon à ce qu'ils en aient pour leur argent entre guillemets, et voire même qu'on puisse faire des propositions de prestations encore supérieures pour aller chercher d'autres partenaires avec des moyens financiers encore plus importants. Mais pour nous, le business a toujours été cette idée de s'adresser à tous. Enfin, le business, c'est pas simplement s'adresser à ceux qui ont beaucoup d'argent. C'est être capable de toucher un maximum de personnes et de leur offrir quelque chose de satisfaisant qui correspond à leurs moyens. Voilà. Donc c'est pour ça que dans ce stade, et je pense que c'est une grosse qualité, on a cette possibilité d'offrir à quelqu'un qui veut venir voir un match dans l'année en pesage à 10 € quelque chose de satisfaisant, et à une grosse entreprise qui veut prendre la plus belle place dans le stade, la plus belle loge dans le stade, une réponse qui va le satisfaire. Donc nous on a été toujours dans cette logique-là, ce qui a fait qu'on a énormément investi sur le stade pour le mettre en conformité avec ce niveau d'exigence-là et cette palette de prestations associées qu'on voulait la plus large possible. Et c'est pour ça que ce stade aujourd'hui, je pense, c'est figure en tout cas, c'est pas moi qui le dis, mais tous les gens qui viennent ici disent que c'est un des plus beaux stades du rugby de France parce que il y a on a su garder à la fois cette ambiance incroyable avec des tribunes très près du stade et cette palette de prestations assez large. Donc voilà, on a évolué comme ça, avec au départ des choses assez basiques et puis des choses qui se sont beaucoup étoffées avec le temps. On a travaillé de plus en plus sur le merchandising aussi, qui a été une voie qui s'est ouverte avec le temps. Donc, dans la mesure où l'image du club évoluait positivement, on était de plus en plus médiatisé. Tous les matchs maintenant sont retransmis à la télé. Donc, il y a une image qui prend de la valeur. Et donc, l'idée, ça a été d'exploiter cette image au travers de la boutique. Donc là aussi, ça a été une évolution intéressante. Il y a eu des droits télé qui sont arrivés de plus en plus importants par la Ligue nationale de rugby. Et donc forcément les budgets ils ont énormément évolué, ils ont été multipliés par 2, par 3 en peu de temps finalement, parce qu'il y a eu cette image et cette qualité du produit dans lesquels les gens se reconnaissaient. Mais aujourd'hui, on est dans une vision où je pense que ça suffit pas, parce que malgré tout, il y a toujours une démarche de concurrence dans ce monde de sport pro, et que nous, à l'ASM, on a eu cette réflexion très tôt, et donc on a toujours été un peu en avance sur les autres dans la façon dont on faisait évoluer notre stade, nos prestations, notre jeu, et qu'aujourd'hui, tous les clubs font la même chose, et que si on veut encore se différencier par rapport à d'autres, il faut trouver des manières de créer des nouvelles richesses, de façon à pouvoir, et puis on est quand même en Auvergne sur un territoire qui est, alors même si on a des partenaires nationaux, mais voilà, on peut pas non plus, on a un certain nombre d'entreprises, on a un terreau qui est pas forcément extensible, et donc il faut aller chercher d'autres choses, et c'est pour ça que depuis maintenant 3-4 ans, on réfléchit à notre rôle, à notre mission, pour voir comment on peut créer de la richesse. Alors quand je parle de richesse, c'est pas forcément de l'argent directement, c'est comment on peut aider notre territoire à s'épanouir, à grandir, et l'idée c'est de créer du business ensemble. L'idée c'est vraiment de créer une business de territoire qui de toute façon nous profitera à un moment ou à un autre. Donc je pense que l'approche business aujourd'hui par rapport à celle qu'on pouvait évoquer il y a 10 ans ou 20 ans, elle est beaucoup plus ouverte. Voilà, il y a 20 ans, c'était nous ASM, on va développer notre image pour aller chercher des partenaires qui vont nous permettre de grandir. Aujourd'hui, c'est nous ASM, comment on va
participer à un mouvement collectif, comment on va être un des catalyseurs de ce mouvement collectif pour créer une richesse collective qui va forcément nous servir à un moment ou à un autre, mais qui va aussi servir à tout l'écosystème. Et justement, on vit dans un monde qui est en mutation, qui s'accélère aussi de plus en plus ces dernières années, et le rugby n'échappe pas à ces changements. On en a pas mal parlé depuis quelques instants, mais si on peut citer aussi quelques exemples, il y a le musée qui a vu le jour il y a quelques temps, il y a le centre de formation commun entre le rugby et le football qui a été créé à Clermont. Selon toi, quels sont les principaux enjeux du rugby d'aujourd'hui, mais aussi celui de demain, et de quelle manière un club comme l'ASM s'y prépare? Les enjeux, c'est l'innovation. Aujourd'hui, cet environnement est tellement concurrentiel. Quand on prend le top 14, pratiquement tous les clubs ont des moyens financiers très importants, surtout qu'on a un salary cap depuis quelques temps. Donc globalement, on a le salary cap, c'est une masse salariale de joueurs plafonnés. Globalement, on a un potentiel joueur aujourd'hui qui est théoriquement le même dans tous les clubs. Donc comment on peut se distinguer et être meilleur que les autres, sachant que nos joueurs qui sont ceux qui délivrent la performance sont sur un niveau théoriquement équivalent partout. Donc c'est ce qui va nous différencier, c'est comment on travaille mieux que les autres. Et pour ça, il faut travailler beaucoup sur l'innovation. C'est-à-dire que si on reste sur les paramètres de performance classiques, physique, technique, tactique et les moyens d'entraînement classiques, on aura un résultat classique. Si on veut être premier, il faut arriver à avoir un socle de compétences fondamentales qui est performante, c'est sûr, hein, ça c'est indiscutable. Plus ce socle de fondamentaux va être solide, et plus on va pouvoir construire dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas construire le toit avant d'avoir des fondations solides. Donc déjà, c'est travailler parfaitement sur ça. Et une fois que la maîtrise de ce socle de compétences fondamentales est là, c'est comment on va aller chercher le détail qui va nous faire gagner. Alors ça peut être sur la performance avec, je parlais de nutrition, de récupération, de travail sur la vision, travail sur le big data, précision des entraînements, suivi médical des joueurs. Mais c'est aussi comment on va, au-delà du périmètre purement sportif, comment on va faire grandir ce club de façon à ce qu'il devienne un acteur incontournable d'un territoire, mais même plus que ça, puisque dans les dernières actions qu'on a pu faire, on a passé des partenariats avec une structure aux États-Unis, on a un centre de formation délocalisé au Fidji. Donc on essaye d'avoir à la fois cette ouverture sur le monde qui est nécessaire aujourd'hui, mais aussi d'avoir un rôle local et territorial super important. Le centre de formation partagé dont on a parlé tout à l'heure, c'est aujourd'hui unique en Europe, et c'est une illustration de cette volonté de travailler ensemble pour un projet commun. Donc c'est cette évolution qu'on doit réussir, à savoir comment être un acteur très fort de notre territoire, comment fédérer un territoire pour générer plus de richesses et s'ouvrir aussi sur un monde aujourd'hui qui est dans un mouvement incroyable d'expansion. Et donc si on s'intéresse pas à ça non plus, à un moment on va se recroqueviller sur nous-mêmes, quoi. Donc on a aussi cette obligation de s'ouvrir vers ce monde tout en ayant des racines très fortes territoriales. Parce que ce qui fait la différence aussi, et c'est important d'en parler, c'est que ce qui fait la performance, elle est très liée aussi à la fierté d'appartenance dans le monde du sport. Quand on porte le maillot de l'ASM, on porte pas simplement un bout de tissu jaune et bleu. Voilà, c'est une histoire, c'est des générations, c'est une ville, c'est une région, et ça, il faut que les joueurs en soient imprégnés. Quand ils portent cette tunique jaune et bleue, c'est plus que des joueurs de rugby. Ils sont aussi dans une notion de transmission, dans une notion de responsabilité d'un héritage. Donc, et ça, il faut le travailler. Surtout quand on a des joueurs qui viennent de partout dans le monde. Et je rejoins ce que je disais tout à l'heure, c'est que en plus du projet de jeu, ce qui fera la différence demain dans les sports collectifs, c'est cette façon dont on va travailler dans des contextes qui sont très compliqués, de plus en plus compliqués. On est dans des environnements incertains, volatiles, complexes, et que c'est de plus en plus dur de travailler sur des notions d'appartenance dans ces environnements-là, mais pourtant c'est fondamental dans la performance. Et donc ça, c'est ce qui va faire la différence aussi demain dans la façon dont on va travailler le rugby, c'est que il devient multidimensionnel et qu'il faut être excellent dans toutes ces approches-là.
Moi, je pense qu'on a balayé pas mal de sujets en lien avec le rugby et puis ce qui touche à la fois le club dans son ensemble, que ce soit les joueurs, l'administratif et puis le territoire, voire même l'après-carrière. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter qu'on n'aurait éventuellement pas abordé au cours de cet échange ? Non, on a balayé pas mal de choses. Moi, je crois beaucoup à les mots-clés. Les mots-clés de cette évolution qu'on cherche, c'est cette notion de haute performance, ça c'est sûr, parce que ça doit rester au cœur du projet, mais de façon éthique, responsable et équilibrée. Voilà, il faut que nous, à Clermont, on s'efforce de rester dans ce schéma-là, et qu'aujourd'hui on le fera pas tout seul. Voilà, la notion de collectif, elle est fondamentale, collectif sur le terrain, collectif dans le club, mais aussi collectif au niveau du territoire. Et que c'est ensemble qu'on arrivera à aller vers les sommets. C'est pas des choses nouvelles par rapport à ce qu'on s'est dit, mais c'est vraiment pour moi les clés de l'organisation du sport professionnel de demain et notamment pour l'ASM. Je pense que les messages seront passés. Pour terminer cet échange, Jean-Marc, je propose toujours à mon invité de lui laisser le mot de la fin. Donc est-ce que tu aurais éventuellement un conseil ou quelque chose comme ça à transmettre à la fois à ceux qui s'intéressent au sport business dans son ensemble et qui voudraient y travailler dans les mois ou les années qui viennent, ou voire même aux sportifs qui nous écoutent et qui souhaitent aussi progresser dans leur passion pour un sport en particulier? C'est moi les mots importants, je pense, pour réussir dans ces environnements-là, c'est l'engagement, parce que il y a que dans le dictionnaire que le mot performance se trouve avant le mot travail, hein. C'est ce qu'on dit toujours, il faut beaucoup bosser, beaucoup s'engager pour y arriver, ça c'est sûr, mais pas n'importe comment. Voilà, et c'est là qu'on a besoin d'être guidé, d'être accompagné, parce que voilà, on a une évolution de la société qui nous demande aujourd'hui de faire attention à ce qu'on fait, et je pense qu'aujourd'hui la clé c'est d'essayer d'associer deux univers qui semblaient complètement opposés. C'est ce monde de la performance, du business, de l'ultra performance, et puis un monde de responsabilité vis-à-vis des joueurs, enfin des sportifs, des athlètes, mais aussi vis-à-vis d'un territoire. On parle beaucoup de responsabilité sociétale, et je crois qu'aujourd'hui, il faut pas que ça reste une mode, et que les clubs pro ont un rôle majeur à jouer dans cette notion de responsabilité, d'évolution, et on doit même montrer l'exemple, et je pense tous les acteurs de ce monde-là doivent être préoccupés par cette problématique de comment on peut aller vers la très haute performance tout en restant dans des logiques responsables, éthiques vis-à-vis des gens qu'on gère, mais aussi vis-à-vis de tout l'environnement. Super, merci en tout cas pour cet échange, Jean-Marc, et à très bientôt. C'était un grand plaisir, c'était partagé, le plaisir était partagé. À bientôt. À bientôt. Voilà, cet épisode est terminé. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'à sa fin. J'espère qu'il t'aura éclairé et donné envie d'en savoir plus avec les prochains enregistrements. Ceux-ci apporteront d'autres regards sur d'autres sujets porteurs de sens. Si le cœur t'en dit, tu peux aider à faire connaître SenseMakers en t'abonnant et en donnant une note au podcast sur ta plateforme d'écoute, mais aussi en le partageant autour de toi et sur les réseaux sociaux. Bonne journée, bonne semaine et à très bientôt.